Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous quotidien qu'on donne à toute la communauté Exabim donc pour une nouvelle webconférence. Donc d'abord, on espère que tout le monde va bien aujourd'hui avec vous, Mohamed, Ketab. Sabrina n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui pour un petit souci de santé, donc rassurez-vous, il n'y a rien de grave. Donc aujourd'hui, on va recevoir notre ami Amilcar Ferreira. Dites-moi si j'ai bien prononcé le nom. Oui, c'est bien ça. Bonjour Amilcar. Bonjour. Donc aujourd'hui, vous allez nous présenter un sujet autour de la conception générative et l'intelligence artificielle sur Revit via une solution que vous avez développée. Donc vous allez nous parler un petit peu de ce sujet-là. Vous allez présenter un peu une démonstration directe pour montrer un peu l'intérêt de la conception générative pour la phase conception. Oui, c'est bien ça. Donc voilà, si vous êtes prêts, on vous écoute. Bon, merci. Bon, merci Mohamed et merci à tous qui sont là pour nous entendre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du BIM et des sens génératifs et de comment ces outils contribuent pour optimiser les phases initiales de la conception architecturale, en parlant surtout des phases d'esquisse et des phases d'études de faisabilité. On vous montre un petit sommaire de notre présentation d'aujourd'hui. Je vais commencer par aborder la méthodologie ETC, qui est une méthodologie que nous avons développée à l'interne et qui met en symbiose l'intelligence intuitive des projecteurs et l'intelligence artificielle des ordinateurs. Ensuite, nous allons passer dans un mode démonstratif de nos astuces et de nos interfaces BIM pour paramétrer un concept architectural. Une fois paramétré ce concept architectural, je vais vous montrer comment on peut l'optimiser au contexte urbain et aux objectifs du programme grâce au dessin génératif et à l'intelligence artificielle. Et pour finir notre présentation, je vais vous présenter des interfaces et des astuces BIM pour transformer la volumétrie trouvée de notre concept en diagramme fonctionnel. Commençons pour parler de la méthodologie ETC, mais avant d'entrer dans les détails de la méthodologie ETC, je vais vous parler des logiciels des logiciels et des systèmes numériques qui sont à la base de notre méthodologie. Vous connaissez déjà tous les outils BIM comme Revit, Archicad, AtlanCAD qui sont nombreuses, et les outils de paramétrisation visuelle comme Grasshopper et Dynamo. La base de ces deux systèmes, ce qui lie ces deux systèmes et en général tous les systèmes informatiques, c'est l'utilisation du dessin paramétrique. C'est-à-dire que ces deux systèmes sont des interfaces différentes pour l'utilisation des algorithmes. Un algorithme, c'est une séquence d'actions qui répond à des données d'entrée de la part de l'utilisateur qui se répètent d'une façon plus ou moins automatisée pour obtenir des résultats. À chaque fois qu'on change les données d'entrée, on génère des résultats différents. Et on utilise des outils numériques pour automatiser cette phase de séquence d'actions. On arrive à avoir des résultats de façon beaucoup plus rapide. Dans les logiciels de paramétrisation visuelle comme Dynamo et Grasshopper, l'utilisation de ces algorithmes est très directe. L'interface, pour ceux qui connaissent un peu déjà les interfaces Dynamo et Grasshopper, on peut voir qu'on est en train de créer des algorithmes à partir des nœuds. Dans le logiciel BIM, on a une interface qui est plus adaptée au métier, mais on peut quand même voir de façon plus dévissée ce principe. Par exemple, quand on crée des familles, nous sommes en train d'établir une séquence de relations et de proportions géométriques qui répondent à des paramètres et données d'entrée. Et à chaque fois que l'utilisateur change les données d'entrée, l'ordinateur crée une variante du dessin original, soit des nouveaux types, soit des occurrences. Le dessin génératif, dans un premier moment, ajoute la capacité de l'ordinateur de refaire ce processus tout seul. C'est-à-dire qu'il va générer des variantes avec très peu ou même sans l'intervention de l'utilisateur. Et l'objectif est d'utiliser la capacité de calcul de l'ordinateur pour extraire de ce processus, de ce cycle qui se répète, en nombre très grand de solutions qui soient capables d'inspirer et même de surprendre l'utilisateur.
une variante de dessin génératif qui peut être appelé évolutif ou génétique. Ça dépendra un peu de la philosophie qui est derrière, mais le principe reste le même. Il s'agit d'ajouter des étapes dans la structure d'un algorithme génératif. Cette étape d'évaluation va permettre à l'algorithme de comprendre ce qu'il est en train de générer par rapport à des objectifs établis. Et on ajoute aussi une étape intermédiaire de mutation qui permettra à l'algorithme, à chaque fois qu'il répète ce cycle, de sélectionner les meilleures solutions, de les muter, et comme ça, il apprend pour régénérer à nouveau le cycle. À chaque fois qu'il se répète, il apprend et il améliore ses résultats. Dans ce cas, nous ne sommes plus dans la génération aléatoire de solutions, mais dans la sélection intelligente des solutions pour proposer des solutions à la fois très variées, mais aussi adaptées aux contraintes et objectifs préétablis. Notre objectif chez ETC Tech est de profiter de la base de données intégrée à Revit de logiciels BIM pour nourrir des algorithmes évolutifs et simuler le principe d'une intelligence artificielle qui est capable d'optimiser les phases initiales de conception. Et nous sommes en face de problèmes pour arriver aux solutions que nous allons vous présenter. Le premier gros problème des phases initiales d'un projet, savoir les phases d'esquisse et les études de faisabilité, c'est de lier aux interfaces numériques la capacité intuitive des projecteurs et leur méthodologie de travail qui est souvent encore très artisanale. Peut-être beaucoup parmi vous, même dans des agences qui sont très au point en BIM, vous allez reconnaître cette problématique de utiliser correctement des logiciels BIM dans des phases de concours, dans des phases initiales d'un projet, où l'esquisse et la recherche à la main, bref, c'est encore très présente pour les architectes. La deuxième difficulté, c'est de parler en intelligence artificielle dans un domaine qui est plutôt créatif, qui est intuitif et artistique. C'est-à-dire que c'est nécessaire de bien déterminer le rôle de l'architecte et de l'ordinateur pour profiter des deux différentes capacités, pour obtenir des meilleurs résultats et réduire le temps nécessaire de la conception. Nous ne parlons pas d'une intelligence artificielle, soyons clairs, nous ne sommes pas en train de vivre le Matrix ni le Terminator, donc nous n'avons pas une intelligence artificielle capable de remplacer la présence humaine, l'architecte, mais nous cherchons une symbiose entre les deux, entre l'intelligence intuitive de l'architecte et l'intelligence artificielle des ordinateurs pour trouver des meilleurs résultats. Notre méthodologie ETC part de l'analyse du processus de conception. Comment il existe aujourd'hui le processus de conception dans un métier créatif lié au design. Ce processus, on constate que c'est un processus d'essai et erreur qui se répète en boucle pour 3 phases. Donc, nous avons au premier moment l'expression, c'est le moment où l'architecte interprète le concept, le problème et crée un concept. Le test, le moment où nous avons testé le concept idéalisé, et après, en phase de cycle, de répétitif, qui nous va obliger d'adapter notre concept et d'optimiser petit à petit jusqu'à trouver la meilleure solution. Ce processus est très long et exhaustif. Et c'est pour cela que nous proposons de créer des outils intelligents qui soient capables d'interpréter le concept que l'architecte a créé et automatiser le test et les cycles pour permettre aux projecteurs de se dédier uniquement à l'expression, réduire le temps de processus de conception en donnant plus de temps à la réalisation et à la création. Pour poursuivre avec notre philosophie, nous allons créer un algorithme. C'est comme on a vu avant, c'est le langage en commun entre l'humain et l'ordinateur. Donc, nous avons construit un algorithme pour déterminer quelles sont les fonctions de l'architecte et quelles sont les fonctions de l'ordinateur. Donc, d'un côté, le projecteur
doit se consacrer à l'interprétation du problème, à la création d'un concept, et après, il doit être capable de transmettre cette information dans une interface simple. Quelles sont, dans son concept, les relations géométriques variables, les contraintes et les objectifs. De son côté, l'ordinateur sera capable de représenter le concept architectural, de le valider par rapport aux contraintes, de l'évaluer par rapport aux objectifs, et une fois qu'il trouve des résultats, il sera capable de les optimiser en générant des variantes du concept initial. L'objectif, c'est aussi qu'il soit capable de nous proposer des solutions à la fois variées, mais qu'il soit aussi capable de, des fois, nous surprendre et d'inspirer l'architecte à partir dans d'autres directions. Donc, nous allons passer maintenant en mode démonstratif, des astuces et des interfaces que nous avons créées chez TC Tech, que nous avons créées pour Revit, dans ce cas. Avant de passer au mode démonstratif, je vais juste montrer rapidement quels sont les 3 pas de cette démonstration. Donc, d'abord, nous allons montrer comment on peut paramétrer facilement un concept architectural en utilisant Revit. Et GAlgo, c'est notre interface TC Tech. Dans un deuxième moment, une fois que le concept est paramétré, nous allons voir comment utiliser cette intelligence artificielle, cet algorithme génératif, pour optimiser le concept de l'architecte. Et finalement, je vais vous montrer, une fois que l'objet architectural, la volumétrie est trouvé, notre concept est calé, comment on transforme cette volumétrie dans des diagrammes fonctionnels. Je passerai en mode démonstratif. Donc, sur Revit, je vous montre le résultat final de cette présentation. Donc, nous allons arriver ici. Ça, c'est une entité créée avec notre plugin GAlgo, qui est un plugin disponible aujourd'hui en version démo. Si vous voulez tous utiliser gratuitement sur notre site web, vous pouvez le télécharger. Et ce plugin nous ajoute une nouvelle catégorie d'éléments sur Revit. Cette catégorie d'éléments que nous appelons la catégorie bâtiment, c'est une famille, c'est une catégorie avec une seule famille système qui symbolise le bâtiment au load 100. C'est-à-dire qu'il y a une représentation géométrique très simplifiée, mais en termes d'information, elle est très complète. On va vous montrer comment enrichir ces entités de cette famille avec toute l'information du programme, avec des informations de contexte, etc. Donc, nous allons arriver à une représentation comme ça, très schématique en 3D et très schématique en plan, malgré toute leur complexité où il est très complet en termes d'information. Mais d'abord, on va voir comment on commence pour y arriver. Donc, je vais vous montrer dans un premier fichier en étude, le premier étude formelle. Donc, ça, c'est un cas réel, en étude d'un bâtiment de bureau qui a été effectué pour une parcelle à Paris, qui a un PLU assez complexe. Donc, la première étape pour paramétrer son concept, c'est créer un schéma formel, mais de façon très abstraite. Et pour ça, nous utilisons la famille bâtiment. C'est une famille linéaire que nous pouvons esquisser de façon très simple. Ça ressemblera beaucoup à la construction d'un mur. Il comprend en soi des types. Chaque type peut être attribué à une typologie de bâtiment, comme par exemple des bâtiments administratifs, uniquement avec deux zones de surface utile éclairée en façade avec une circulation, ou un type d'équipement avec une surface aveugle au milieu et de circulation parallèle. Nous pouvons aussi personnaliser les types de cette famille
en créant des nouveaux types ou en éditant les types existants. Et là, encore une fois, c'est pas très différent de ce qu'on est habitué. Le fonctionnement, c'est très similaire à ce qu'on est habitué en Revit. Donc, c'est un peu comme créer un nouveau type de mur multicouche. Là, on ajoute des couches, mais c'est un autre bâtiment. C'est-à-dire que le bâtiment continuera avec une représentation en 3D très simplifiée, mais en plan, on peut rajouter des couches. Et chaque couche, il pourra avoir une nature d'une surface éclairée, d'une surface aveugle, une surface circulation ou générique quand nous ne sommes pas en mesure de savoir ce qu'on est en train de dessiner ou ce qu'on cherche. Nous pouvons aussi ajouter une couche de façade qui nous permettra après d'étudier les linéaires de façade éclairées. Une fois esquissé notre bâtiment, notre principe architectural, dans ce cas-là, l'étude partait d'une base d'un bâtiment en H, et nous avons commencé à paramétrer ce projet, ce concept. Paramétrer dans le sens, comme on disait avant, il faut que l'architecte soit capable de traduire son concept architectural plus qu'en ligne. Ça ne sera pas que des lignes, des dessins de géométrie, mais en relation et en proportion. Il faut, comme on fait dans les autres familles de Revit, il faut le paramétrer, attribuer des contraintes, attribuer des codes variables. Donc, dans ce cas-là, par exemple, nous avons des paramètres globaux attribués à des zones du bâtiment. Par exemple, les largeurs de chaque barre, sachant qu'il y en a 3 barres, la largeur du bâtiment et les hauteurs de chaque barre. Une hauteur qui, après, on a lié à du numéro d'étage. Comme ça, c'est plus simple à faire des tests sans être obligé d'étudier des hauteurs intermédiaires d'étages qui finalement ça ne sert pas à grand chose. Donc on a attaché la hauteur aux étages. On a établi aussi des contraintes, par exemple les patios qui ont une contrainte avec une formule qui fera qu'il ne sera jamais inférieur à la racine 7h des hauteurs par rapport à la hauteur des barres adjacentes. Donc ça, c'était une autre façon de paramétrer le concept à travers des plans de repérage, des cotes qui nous donnent des variables et des contraintes, et aussi en volume 3D. C'est le grand volume à rouge, là, qui devient bleu. Là, je le sélectionne. Ça, c'est une interprétation du contexte, des règles du PLU. Il n'y a rien de nouveau dans cet outil. Ça, c'est le volume normal de Revit, les volumes conceptuels de Revit. Nous avons juste interprété les règles du PLU. On a transformé ça dans une volumétrie pour pouvoir expliquer à notre ordinateur, à notre intelligence artificielle, que c'est uniquement là-dedans que le bâtiment peut être construit. Voilà. Quand on arrive à cette étape où on a notre concept à peu près calé, on sait à peu près ce qu'on cherche, c'est un bâtiment en H avec des proportions et des relations plus ou moins décidées. Nous avons ajouté un petit commande qui s'appelle slider ou curseur en français, qui vous permettra de tester si l'objet il est bien paramétré. Cette commande, cette interface va vous permettre de vérifier pour chaque paramètre global que vous avez attribué, soit des paramètres longueur, de angle ou de valeur du numéro entier. Vous pouvez les filtrer si vous en avez plusieurs. Là, j'ai tous les paramètres qui sont attribués dans le projet. Donc, pour ces paramètres, on a un slider qui nous permettra visuellement de changer et de voir l'évolution du projet automatiquement. Donc là, par exemple, si je change la hauteur d'une barre, je vois automatiquement la hauteur de la barre changer. J'aurai les résultats de surface. On verra après comment on peut analyser les résultats, qu'est-ce que ça a changé dans notre projet. Mais surtout, l'importance de cette étape, c'est de vérifier que l'objet est bien paramétré. Pourquoi? Parce que nous, dans la prochaine étape, on va parler d'une intelligence artificielle qui va faire des tests toute seule. Mais pour qu'elle sache faire les tests, il faut que l'objet soit bien paramétré. Par exemple, quand je change la longueur d'une barre,
il faut que je vérifie voilà, qu'elle a grandi dans cette direction. Donc, l'objet il est paramétré dans le sens que je voulais. C'est que la barre, elle va grandir, être plus grande ou plus petite dans cette direction. Si elle se fait dans l'autre sens, mon concept ne serait pas bien paramétré parce que toutes les solutions elles seraient toujours hors la limite du PLU. Donc, cette étape, c'est une étape importante juste pour vérifier que notre concept fonctionne, il est paramétré, il est reconnu par l'ordinateur comme on le souhaite. L'étape suivante, c'est l'optimisation de ce concept à partir d'une intelligence artificielle. Je vais juste vérifier l'état de notre projet. En ce moment, nous avons dessiné une géométrie qui a 13 000 m². Et si on veut optimiser ce concept à une surface donnée par le programme, je peux utiliser la fonction galgo, la fonction générative, qui nous demande d'un côté quel est l'objectif. Les objectifs peuvent varier entre la surface, le volume ou le linéaire de façade éclairée. Il nous demande la valeur laquelle on veut, quel est notre objectif pour ce paramètre. Dans ce cas, je vais mettre 22 000 m². Elle nous demande la contrainte spatiale, donc ça peut être ignoré si on est en train de travailler dans une parcelle où le PLU c'est pas significatif, où il n'y en a pas de vraie contrainte spatiale. Dans ce cas, il y en existe une, donc je sélectionne le volume du PLU. Et après, je peux ajouter toutes les variables de mon concept, tous les codes variables, tous les paramètres globaux qui sont variables dans notre projet. Nous pouvons les sélectionner, les ajouter et les donner valiser les tests qu'on va faire. C'est là c'est très important aussi mettre en parallèle l'intuitivité de l'architecte et l'intelligence artificielle. Si on ne donne pas des valeurs minimum et maximum à chaque paramètre, il va tester toutes les possibilités. Il va y arriver au même résultat probablement, mais ça va prendre beaucoup plus longtemps parce qu'il va tester un nombre très grand de solutions. Mais si l'architecte fait un travail en amont d'analyse de son concept et est capable de dire à l'ordinateur il y a des choses que ce n'est pas la peine que tu le testes, ça va accélérer beaucoup le procès. Par exemple, dans une longueur d'une barre, je peux lui dire qu'il va entre 50 et 70, parce que je sais que plus de 70, il sera toujours à l'extérieur du PLU, donc elle ne va jamais marcher, et ce n'est pas la peine qu'il le teste. Je peux ajouter, comme j'ai dit, tous les paramètres variables. Et nous avons aussi des options avancées, et dans ces options avancées, je vais revenir un peu en arrière et expliquer qu'est-ce que c'est un algorithme évolutif, un algorithme génétique, pour comprendre comment on peut optimiser l'étude, les calculs de notre algorithme. En fait, un algorithme évolutif ou génétique, c'est un algorithme qui est inspiré dans la nature. Il simule un peu la sélection naturelle. À chaque fois, il génère une population de solutions, des individus. De ces individus, il prend les meilleurs. De ces meilleurs, il va faire des mutations. Donc, c'est comme dans la nature. Si on prend dans une population, on prend 2 individus qui sont qui répondent mieux au contexte, leurs enfants, ils seront plus résistants et plus adaptés au contexte aussi. Donc, c'est le même principe. On fait une population dans ce cas-là, de 50 individus. De ces 50, on va prendre les 2 meilleurs, et de ces 2 meilleurs, on va faire des mutations et créer des nouvelles générations. À chaque fois, donc là, notre valeur par défaut, c'est 100 générations, c'est qu'à chaque fois, l'algorithme va prendre 2 individus et il va créer 50 individus et il va refaire cette étape 100 fois.
C'est qu'à chaque génération, l'algorithme il va prendre des générations précédentes, il va récupérer que ceux qui sont les meilleurs et et optimiser petit à petit le résultat. Le nombre de branches, ça part de notre algorithme, c'est notre façon d'interpréter le problème. Nous avons décidé d'ajouter la possibilité, comme quand on travaille dans une agence d'architecture, on a 3 architectes qui vont faire le même travail. Donc, c'est une façon d'avoir plus de variété. On dit, vous avez lancé 3 fois le même algorithme, donc c'est comme s'il y avait 3 architectes qui vont étudier le même problème, mais qui vont partir avec une base différente et qui vont partir avec une connaissance différente. Donc, ça va nous offrir une variété encore plus grande de résultats, même si des fois, ils vont arriver tous les 3 à la même solution. Dans leur parcours, ils vont tester des choses différentes et ça va nous permettre d'avoir des idées et de s'inspirer. Les facteurs, c'est des options plus avancées que je ne veux pas trop entrer dans des détails très mathématiques et très profonds de l'intelligence artificielle. Ce serait pas le sujet, ça pourrait devenir très rapidement fatigant. Donc, je note juste le exit goal. Exit goal, c'est la valeur à partir de laquelle on est satisfait avec les résultats. C'est que notre algorithme, il trouve dans ce cas des solutions qui sont à 1% de l'objectif établi. Donc, dans 220 000 mètres carrés, ils ont 220 mètres carrés d'écart en plus ou en moins. On dit qu'on est satisfait. Donc, on ne va pas insister à l'algorithme de toujours trouver des solutions à 0,0, même s'il va le trouver souvent. Mais on lui dit, bon, si ça peut être plus rapide, si quand tu arrives à 1% d'erreur, c'est bon, tu peux t'arrêter et comme ça accélère un peu le procès. Donc, tous ces facteurs-là nous permettent à la fois de réduire la précision du résultat et augmenter soit réduire le temps de calcul et augmenter la qualité du résultat, soit réduire un peu la qualité des résultats pour réduire beaucoup le temps du calcul. Ça va dépendre après un peu, c'est comme quand on fait un rendu d'une image rendue dans mon ordinateur, ça va dépendre de la capacité de notre ordinateur de calcul et tout. Voilà, donc ça c'est un calcul qui peut prendre un peu de temps. Là, je l'ai lancé un peu avant la présentation pour être sûr que ne pas vous faire attendre. Ça peut prendre dans ce type de situation, ça peut prendre entre 10 à 15 minutes, ça dépendra un peu de l'ordinateur. Et je vais vous montrer les résultats que nous avons trouvés. Donc, en pensant qu'on a parti de cette base, l'algorithme nous a proposé des solutions assez variées. Voilà, donc ça, c'est une des solutions. C'est la solution qu'il a trouvé que c'était la meilleure. Il y a une erreur très petite. Donc, comment on voit ça? On a un graphique qui apparaît à la fin du calcul qui nous montre à chaque couleur une des branches que nous avons déterminées. Donc, on avait déterminé 3 branches. Donc, il nous va montrer 3 lignes couleurs qui montrera le parcours de chacune de ces branches. Donc, sans solution, c'est-à-dire que pour chaque génération, il a présenté la meilleure de chaque génération. Et là, on peut voir les parcours des 3 et voir tout ce qu'ils ont testé, quelles sont les solutions qu'ils nous présentent. Donc, on voit qu'ils ont commencé avec des solutions avec des écarts même de 3000 mètres carrés et qui ont arrivé à des solutions avec des écarts très proches de 0 ou même de 0. Donc, quand on fait un zoom, on peut voir qu'il y a des solutions qui sont à 2 mètres carrés et 1 mètre carré par rapport à l'objectif. Quand nous sélectionnons des différentes solutions, je vais essayer de... Donc là, ça peut devenir un peu lent, sachant que je suis connecté à Internet. Voilà. Donc là, une nouvelle solution où la barre est beaucoup plus haute. Celle-ci est plus haute aussi, mais le bâtiment il est beaucoup plus étroit. Nous pouvons avoir des solutions peut-être inversées. Je ne vais pas cliquer dessus. Voilà, une solution où le bâtiment est beaucoup plus large avec la barre à droite beaucoup plus haute et les barres à gauche presque la même hauteur,
alignées. Donc, dans ce graphique, avec les cas qu'on a fait, on peut trouver 300 solutions optimales où on sait que les résultats, il peut varier en écart par rapport à la surface cherchée, très petite. Et ça pourra nous inspirer. Après, la différence des résultats, ça va varier aussi de la façon comme l'architecte a construit son algorithme et au nombre de variables qu'il a donné. Plus on donne des variables, plus on lui donne la possibilité de tester, plus les solutions vont être surprenantes. Dans ce cas, c'est une étude très contrôlée parce que l'architecte était très sûr de ce qu'il voulait comme résultat. Il voulait vraiment un bâtiment en H, donc il a donné uniquement la possibilité de tester des solutions en H. Voilà, donc ça, c'est notre première approche à une façon d'utiliser les outils qui existent aujourd'hui, qui s'approchent en intelligence artificielle pour la création pour la recherche et optimisation des concepts architecturaux. Sachant qu'il y a un gros progrès qui peut être encore fait sur ce domaine. Nous cherchons, par exemple, l'apprentissage au sein d'une agence avec un enregistrement de bases de données. C'est pour ça que nous utilisons souvent nous sommes partis des logiciels BIM, parce que les logiciels BIM, c'est à la base une base de données. Donc, plus qu'utiliser un algorithme génératif sur un logiciel CAD qui n'a pas cette base derrière, avec le logiciel BIM, l'algorithme il pourra apprendre à chaque fois qu'on l'utilise, être meilleur. À chaque fois qu'on va le lancer, il enregistre son historique de ce qu'il a testé avant et il va faire des croisements. Souvent, si après on teste une solution en Y, par exemple, il va prendre les solutions de Y, il va comprendre les solutions qu'on a testées maintenant en H et peut-être qu'il va donner des hybrides parce qu'il va apprendre à chaque fois que nous l'utilisons dans un projet. Voilà, donc une fois arrivé à cet état où on connaît la géométrie de notre volume, on a sélectionné la solution qui nous plaît, la solution qu'on veut travailler et explorer. Le projet, il ne s'arrête pas là. En ce moment, on peut déjà extraire beaucoup d'informations. Quand vous sélectionnez les éléments, vous allez voir que vous allez pouvoir extraire des informations de surface. Vous allez pouvoir extraire des informations du volume, des fonctions, de savoir des écarts entre la surface éclairée, la surface aveugle, les linéaires de façade, les ratios circulation. Donc, tout ça, c'est des informations qui sont déjà à l'intérieur de cette famille, qui étaient paramétrées quand nous avons paramétré le type que nous avons utilisé pour dessiner. Mais nous pouvons aller plus loin. Donc, maintenant, ce que je vais montrer, c'est comment utiliser le BIM pour nourrir cette volumétrie, cet objet architectural, avec les informations du programme. Donc, je reviens au premier fichier que j'ai montré au début. Et notre objectif, c'est d'arriver là. Ça, c'est la solution que nous avons trouvée. Donc ça, c'était un bâtiment tertiaire fait à Paris, où il y a eu une étude avec l'algorithme pour trouver la volumétrie, la géométrie en H. Et après, il y a eu un ajoutement, un raffinement de la volumétrie par l'architecte avec certaines intentions qu'il avait. Et on a ajouté, par exemple, des petites émergences de locaux techniques qui sont venues a posteriori. Donc, c'est-à-dire que c'est pas, il y aura toujours les allers-retours de l'architecte pour affiner les solutions de l'ordinateur. Et après, on a commencé par l'introduction du programme à l'intérieur du projet. Donc, pour faire cette construction, cette distribution fonctionnelle, la première étape, c'était de créer une base de données. Nous avons une base de données très complète en Excel. On a créé une base de données pour les surfaces et une base de données pour les pièces, où on a toute l'information du programme.
On a ajouté tous les paramètres. Là, c'est la plus petite, c'est une base de données pour la surface. On aura la base de données pour les pièces aussi. On a les finitions de plafond, les finitions du sol. On a toute l'information nécessaire au projet. Nous ajoutons aussi 2 paramètres importants. C'est le niveau où on veut placer la pièce. Et ça peut être changé après, pendant qu'on fait nos études. Mais c'est important au début de faire une prédistribution par niveau des pièces et des surfaces. Et la surface demandée, c'est la surface du programme. Et très important aussi, c'est le numéro unique. Il faut toujours travailler avec un numéro unique pour chaque pièce que nous allons dessiner. Une fois créée cette base de données, nous l'avons liée à Revit. Nous utilisons, vous devrez avoir peut-être vos outils d'import, export et Revit. Nous, dans notre logiciel GAlgo, nous avons cette petite barre G+, qui nous permet de faire la liaison Revit Excel. Donc, je vous montre un peu rapidement juste. Là, on a une nomenclature. On crée un lien avec les fichiers Excel. Et après, on peut juste synchroniser, emporter ou exporter. C'est une synchronisation aller-retour. On peut avoir au premier moment une nomenclature vide sur Excel. On remplit tout sur Revit. On remplit tout dans une feuille Excel et après on emporte. Il va créer les pièces, il va créer les paramètres, il va créer toute l'information qui est sur Excel. Donc, nous utilisons ça parce que nous savons que souvent la personne qui gère l'information du projet et qui gère l'information dans les pièces, il interprète le programme, c'est pas forcément la personne qui est plus à l'aise avec Revit. Et comme ça, même sans ouvrir Revit, nous pouvons créer tout en Excel et faire des synchronisations depuis Excel ou depuis Revit, faire des allers-retours pour avoir tout complet. Donc là, nous avons les niveaux demandés et nous avons les informations de service ou service, le numéro de la pièce, le nom de la pièce et la surface que nous voulons placer. Une fois que nous avons cette information, nous pouvons décomposer notre famille. Je vais faire à côté un exemple d'une entité, d'une occurrence de la famille bâtiment. Une occurrence de la famille bâtiment, c'est une occurrence qui se décompose, qui peut être travaillée à la fois comme une seule entité, comme on peut voir ici en 3D, ou à la fois comme des éléments séparés. C'est similaire, encore une fois, au mur et au sol et plafond de Revit. Donc, une fois qu'on les sépare en éléments, ces éléments, ils peuvent être attribués avec notre panneau de propriété à une zone du bâtiment. C'est-à-dire que nous pouvons rapidement dire que ça, c'est la zone AA1, là, j'ai les numéros de mes zones, et attribuer des zones dans des parties du bâtiment. Comme ça, quand je fais mes études volumétriques et j'ai fait mes études du projet, il va comprendre que cette zone de bâtiment représente pas juste une zone spatiale, mais aussi une zone précise du programme qui doit comprendre X nombre de pièces, qui doit avoir X linéaires de façade éclairée, etc. Et en parallèle, nous avons à côté des petites astuces, de petites familles qui nous permettent de voir en temps réel la différence entre ce qui est dans le programme et ce qui est dans le projet. Ouais. On passera aux questions-réponses. Donc, on a pas mal de questions. Ouais. Tout d'abord, merci pour la démonstration, pour les explications. On voit que le Generative Design prend de plus en plus de place. D'ailleurs, j'ai vu sur Revit version 21, il y a apparemment, c'est une fonctionnalité nouvelle pour cette partie-là. J'avoue, je suis pas expert Revit, donc peut-être on fera un webinaire par la suite sur les nouveautés de Revit 21. Donc pour revenir aux questions, la première question, c'est sous quel langage ça a été développé votre solution? C'est du C#. C'est du C#, oui, on doutait bien. Une question qui a été posée plusieurs fois, enfin sous plusieurs formes, si je puis dire ainsi. Donc c'est, est-ce qu'on peut utiliser juste des variables dimensionnelles, géométriques, ou on peut rajouter des choses autour, par exemple énergétique, apport solaire, etc. Non, toutes les variables, pour qu'elles soient comprises par un ordinateur, il faut qu'elles soient quantitatives. Donc, oui, ça peut être énergétique dès que ça soit lié avec un calcul, par exemple, à la surface de la façade de la pièce ou de la fenêtre de la pièce.
il faut que toutes les variables soient quantifiables. Mais si on veut optimiser l'utilisation d'un matériau ou calculer, faire des calculs d'énergie, c'est possible dès que ces calculs soient précisés, que ce soit pas juste un paramètre qu'on entre et qui après il n'est pas lié, il n'est pas calculé. D'accord. Et ces fonctionnalités sont... D'accord, il faut... Pour le fonctionnement, on peut faire ce qu'on veut par rapport à ces tests et ces optimisations, ou il faut le pré-paramétrer de votre côté, enfin comment ça marche? Pour l'instant, il faut le pré-paramétrer. Donc, nous, dans ce premier moment, on s'est foqué plutôt dans la vision architecturale. Donc, ça optimise les surfaces éclairées, les linéaires de façade, le volume et la surface de la pièce. Par contre, sachant qu'on a ces données de périmètre de la pièce, de façade éclairée de la pièce, et des volumes, on peut de notre côté le paramétrer avec des calculs énergétiques ou des calculs même économiques. On peut pour optimiser aussi en termes de coûts. Donc pour l'instant, c'est paramétrable de chacun de son côté, sachant qu'il y a la possibilité de partir de périmètre, surface et volume et linéaire de façade. D'accord, ok. Actuellement, on a vu la démonstration, comme notre ami l'a dit, Bernardo Thierry. Il dit que pour la démonstration, c'est des parallèles de façade, etc. Qui est des biais, enfin tout ce qui est incliné, tout ce qui est pas forcément parallèle. C'est possible, ça? Oui, c'est possible. Déjà, après, ça dépend aussi de la capacité de l'architecte de modéliser. Ça va dépendre un peu de l'utilisateur. Le côté carré, c'est automatique. Mais après, nous pouvons transformer ça dans des géométries avec tous les types de géométries parce que nous pouvons décomposer. Je n'ai pas entré dans les détails de modélisation, mais c'est comme un volume. On peut le décomposer, on peut le tourner. Avec toujours les limites. En ce cas, nous utilisons le plugin a été développé pour Revit, donc il a toujours les contraintes volumétriques de Revit, mais on ne peut pas aller plus loin que ce que Revit fait déjà, mais on peut arriver à des géométries assez complexes. D'accord, ok. Et l'optimisation se fait seulement à l'intérieur du volume conceptuel global? Dans ce volume? Je n'ai pas compris la question, pardon. Ça reste en le... Ouais, pour l'optimisation notamment de la géométrie, est-ce que cette optimisation se fait seulement à l'intérieur du volume que vous avez montré, enfin, parce qu'on a des limites? Oui. C'est le choix de l'utilisateur. On a le choix de sélectionner ce volume de PLU et du coup, il sera contraint et c'est la grosse difficulté aujourd'hui dans des PLU plus complexes, c'est de faire des tests mais qui sont validés par les règles du PLU. Mais si c'est pas important le PLU, nous pouvons faire des tests et décocher la case contrainte PLU et il ignore le PLU. D'accord. Ce cadre-là, il sera ignoré, très bien. Une autre question qui arrive, est-ce que ça fonctionne avec Archicad, par exemple, de 21-23, la version 21-23? Alors, en ce moment, notre produit, nous travaillons avec Revit, nous travaillons avec Autodesk. Nous ne sommes pas fermés, bien sûr, si Archicad, si Advent ou Allplan est intéressé de nous soutenir pour développer le produit pour eux. On n'a pas la porte fermée. Pour l'instant, c'est pour une question de marché, pour une question de facilité aussi que l'API, la partie de programmation pour Revit, c'est open source, c'est ouverte, on peut tous développer pour Revit. C'était plus immédiat pour nous comme choix. Après, dans le futur, j'espère bien qu'il y a l'intérêt d'autres marques qui s'intéressent à notre produit. Ce sera répliqué. Ouais, ce sera répliqué sur d'autres solutions. Ouais. C'est évident. Il y a une question que je voulais avoir directement. Donc, le plugin semble très bien pour les études de capacité lorsqu'on trouve une solution avec GAlgo. Est-ce facile de donner suite au projet, créer des murs, sols, etc. avec cette base? Le principe, ce fichier, nous avons créé un nouveau gabarit. Donc, c'est comme quand nous créons une famille. Nous sélectionnons un nouveau gabarit de fichier qui s'appelle famille bâtiment. Donc, nous sommes en train de créer c'est un fichier RVT, mais c'est un fichier différent qui a des comportements différents.
et où on peut définir cette famille. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de très simple qui permet d'avoir toute l'information nécessaire pour les phases initiales. On peut aller très loin dans un projet avec ces outils et avoir des informations qui nous permettent de façon très légère partager avec des BUT et des économistes pour faire des chiffrages et des autres types d'études sans être obligé de définir tout en détail les cloisons parce que ça c'est très laborieux. Après, on a des astuces pour les transformer dans les entités Revit. Nous pouvons ouvrir un nouveau fichier Revit avec ce fichier en lien, transformer tous les éléments de notre famille bâtiment en pièces et se transforme automatiquement. Par contre, le dessin de cloison et de détails, ça sera après manuel, mais ça sera une espèce de décalcage, de dessin par-dessus du projet. D'accord. Donc du coup, dans la suite de cette question, est-ce qu'on peut exporter en Revit classique une fois que la capacité est validée? Dès que le travail est fait, est-ce qu'on peut exporter en Revit Déjà, il est toujours en Revit. Ça, c'est un fichier RVT. Oui, sans vraiment cette possibilité pour avoir le fichier prêt sans à faire des optimisations. C'est vraiment le fichier final qui, si j'ai bien compris la question, sans oui, après, le résultat, on va dire. Oui, une fois qu'on a le résultat, il est déjà en Revit. Donc, nous pouvons éditer sur Revit et faire rajouter les cloisons. Comme j'ai dit, les pièces, elles se transforment automatiquement. C'est automatique, la transformation d'éléments en pièces. Donc, les pièces seront tous bien placées à l'endroit avec toute la bonne information. Le dessin des murs et tout, ça sera manuel, mais c'est déjà sur Revit. Donc, on n'a pas besoin il n'y a pas d'interface supplémentaire. C'est pas des objets inconnus de Revit. C'est tout est manipulé et toutes les fonctions de Revit, de déplacement, d'alignement, tout ce que nous sommes habitués à utiliser avec les autres familles, ça marche avec cette famille aussi. D'accord, du coup, par exemple, si moi j'utilise cette solution, je fais des optimisations, etc. Après, je passe la maquette à une autre personne qui n'a pas la solution, donc elle peut continuer à travailler dessus, modifier sa maquette, etc. Donc, c'est bien cela. Oui, alors... elle ne peut pas faire d'optimisation, mais elle va pouvoir travailler. Voilà, nous pouvons travailler dessus, nous pouvons continuer à travailler, sachant que c'est en logiciel que si on fait des itérations, il y aura des choses, par exemple, des fonctions qui vont être bloquées. Par exemple, j'ai montré des petites légendes de surface qui nous montrent en temps réel ce qu'on est en train de dessiner par rapport à ce que l'on a fait. Il y a petites choses qui vont disparaître, mais l'objet en soi, il reste et il est éditable. D'accord. On va travailler même si on n'a pas l'outil. D'accord, très bien. On va peut-être prendre une dernière question. C'est la dernière question que je pense que j'ai. Ouais, je pense que on a déjà la réponse par rapport à ce qu'il y a des liens avec Rhino et Grasshopper. Pour l'instant, on n'a que Revit. Il n'y a pas d'autres solutions à part Revit, peut-être dans le futur, comme vous avez dit. Après, il y a une question qui est de Thierry qui demande avez-vous développé des solutions génératives pour la conception des parkings, spécialement pour ça? Nous n'avons pas pensé à ça, j'avoue. C'est une piste. Notre outil a été utilisé plutôt pour le bâtiment, on l'a testé dans les domaines de la santé, dans des tertiaires, dans l'habitation, dans plusieurs types d'équipements, même des écoles et tout, de parking et des infrastructures. Nous n'avons pas encore testé notre produit. Par contre, je profite pour dire que nous sommes toujours partants pour des possibles testeurs. Si on a des agences ou des entreprises qui sont intéressées à tester pour des domaines différents, pour nous donner leur feedback et leur visibilité du produit, ils peuvent nous contacter et voir en quel domaine on peut, de quelle mesure on peut développer. On peut approcher. D'accord. Je vais prendre encore quelques questions si vous avez le temps, Amilcar. Oui, bien sûr. Il y en a encore qui arrivent. Il y a Hugo qui nous demande et Hugo d'ailleurs c'est la personne qui a présenté la conférence d'hier pour ceux qui ont été présentes. Donc aujourd'hui il nous pose une question. Quand vous parlez de niveaux, sont inclus les niveaux de fondation? Ça, tout dépendra
tout dépendra de la façon comme l'architecte, l'architecte ou le projecteur, dans ce cas, il paramétrise son concept. Nous avons les niveaux et ça dépendra de comment on attribue nos codes qui vont définir si ça reprend les niveaux de fondation ou pas. Après, c'est pour ça qu'il y a le besoin de cette symbiose entre le projecteur et l'outil. Donc, l'outil, elle va tester ce que le projecteur lui demande. D'accord, c'est vraiment paramétrable par l'utilisateur. Est-ce qu'on peut, ça rejoint un peu la première question, la deuxième qu'on a posée au début, peut-on intégrer un paramètre financier, l'estimation phase d'esquisse, oui, pour répondre un peu les capacités du... Voilà, j'imagine, voilà, dans une phase initiale de projet comme ça, c'est une des applications aujourd'hui de cet outil avec des agences qui l'utilisent, c'est de dire nous n'avons pas besoin de tout définir, toutes les cloisons et tous les éléments pour avoir l'information dans l'objet. C'est-à-dire que nous avons déjà dans les paramètres de toutes les pièces et toutes les zones que nous avons attribuées à ce bâtiment, nous avons les informations de ce que nous avons besoin comme matériaux, comme propriété de la taille de la porte, le type de porte, le type de plafond, le type de sol, etc. Et nous avons à côté aussi l'information que nous pouvons extraire de surface, périmètre et volume. Donc, il faut juste faire une combinaison entre ces deux valeurs. Donc, bien sûr que si nous faisons un paramètre des calculs qui met la liaison entre la surface d'une pièce et le prix du sol, quand nous optimisons, nous pouvons demander d'optimiser par rapport à pas par rapport à la surface, mais par rapport au prix. D'accord. Et est-ce que vous avez eu des utilisations, tout ce qui est MEP, tout ce qui est fluide, électricité, c'est possible? Notre ADN, disons comme ça, c'est l'architecture. C'est plus l'architecture, oui. C'était testé pour l'architecture. Nous sommes très contents de voir des intérêts de d'autres domaines et que ça sera très important, très intéressant pour nous d'être contactés par ces personnes qui ont intérêt de tester dans d'autres domaines pour peut-être l'adapter, parce que tout est adaptable. Le principe, c'est de créer un outil qui répond à des problèmes de dessin, de recherche de solutions. Donc, une fois qu'on a cet algorithme créé, après le cas pratique, ça peut être ajusté à tous les problèmes de tous les métiers de la construction. Il faut juste donc voilà, donc on est réceptif de tous les feedbacks. Oui. Voilà, de creuser le sujet, ils pourront vous contacter directement. Écoutez, merci beaucoup Amilcar pour cette présentation, d'avoir répondu à toutes les questions. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc s'il y a des questions, je pense qu'il reste peut-être 2 questions qu'on n'a pas pu répondre. Donc on va envoyer les questions à Amilcar pour qu'il puisse répondre à cela d'une manière écrite. Et puis on verra on va vous envoyer ça par email, ou on va le publier sous forme d'article si on a plusieurs questions. Donc encore une fois, merci Amilcar, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc votre programme BIM Atom continue. Donc on va avoir encore une webconférence demain, et après demain ça va toute la semaine prochaine. D'autant plus le confinement a été prolongé, donc on a le temps pour vous rapporter, pour vous amener du contenu tous les jours. On espère que ce sera utile pour tous. Donc n'hésitez pas, si vous avez des sujets, vous aussi, vous connaissez des personnes qui peuvent présenter des sujets intéressants. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour vous réserver un spot et puis parler de vos sujets qui vous intéressent le plus. Donc voilà, donc merci à tous, bonne fin de journée. Merci Amilcar, je vous souhaite une bonne journée. Merci, et à très bientôt. À très bientôt à tous.